Bonjour, ici Saint-Miline et bienvenue à votre 5e émission de 10 épisodes de Laval 50 ans ma ville, ça se raconte. Aujourd'hui, on vous racontera Joseph Masson de la Montée Masson. Mon collègue Éric Rémy reçoit pour nous Marcel Tessier. Je vous convie en entrevue avec les Cowboys fringants Dumas, Carré-Moellette et Philippe Bande. Une balade en forêt en plein centre-ville nord. Et pourquoi ne pas vous la faire redécouvrir en route vers le Bois de l'Équerre? L'Appal change de nom pour AVC Aphasie Laval. Son porte-parole, M. Jean-Pierre Coallier, nous raconte durant la conférence de presse. La 35e édition du défi sportif unique au monde Altergo 2015 a eu lieu. Le directeur de l'événement nous reçoit. L'Aromate fête ses 8 ans au Centropolis. On rencontre notre chef animateur vedette préféré, le propriétaire Jean-François Plante. Notre maire, Marc Demers, nous confie son parcours plus qu'impressionnant et nous fait découvrir Laval au travers ses yeux pendant une partie de racquetball au Tennis 13. La place à Laval depuis 1970 pour les produits récréatifs Bombardier offrant des services uniques, c'est Content. La nouvelle génération, Chantal et Isabelle Contant, nous ouvre les portes. Et ouvrez vos agendas. Durant toute l'émission, je vous donne les dates des activités à venir pour juin durant le 50e. Laval, 50 ans ma ville, ça se raconte et ça commence maintenant. Cette semaine, en compagnie de notre historien Marcel Tessier, on va parler d'un Guy Laliberté du 19e siècle, Joseph Masson, de la Montée Masson d'ailleurs, hein? C'est ça le lien qu'on fait. Qui relie Saint-Vincent-de-Paul, justement, à Laval. Ça a été le premier multimillionnaire, on va dire? Le premier millionnaire canadien-français. Oui. Puis il est parti de rien. Oui, c'est vrai. Un petit gars de Saint-Eustache. Hein? Un petit gars de Saint-Eustache. À un moment donné, il y a un bonhomme très riche de Montréal qui est dans l'import-export, Robertson. Il s'en va à Saint-Eustache, à cabane à sucre, à Saint-Eustache. Et puis là, il dit à l'oncle de Joseph, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin d'un petit gars pour m'aider dans mon magasin du Vieux-Montréal. Un commis, ce qu'il a besoin. Un commis, c'est ça, un commis. Ça fait que l'oncle, il dit, ben moi, j'ai mon neveu, Joseph. Fait qu'il demande ça à Joseph. Joseph accepte. Il part avec son petit baluchon de Saint-Eustache, à pied. À pied? À pied! Il se rend à Montréal, rendu à la Côte-des-Neiges, paraît-il. Il a regardé la ville de Montréal. Un jour, je serai riche. Et toi, le ciel t'aidera. Hein? Oui, c'est ça. Et là, il s'est engagé chez Robertson. Et il a commencé par laver les planchers, puis faire le ménage. C'était quoi Robertson? C'est un magasin général? Import-export. Il faisait de l'importation puis de l'exportation. Alors, c'est un grand magasin. C'est un gars riche. C'est un Écossais, parce que vous savez qu'après la conquête, c'est les Anglais puis les Écossais qui contrôlent les finances, qui contrôlent l'économie, qui contrôlent tout ça. Ils sont à Montréal. Alors, là, il va suivre des cours du soir. Puis à un moment donné, la compagnie commence à mal aller. Ça va mal. Robertson ne voit pas son affaire. Il laisse aller la patente. Et de fil en aiguille, il va venir qu'à contrôler la compagnie. Et là, bien sûr, il va commencer à jouer dans le grand monde de la finance à Montréal. À ce moment-là, il y a les Molson. Oui, c'est vrai. Les Molson, John Molson, qui est arrivé d'Angleterre. Lui, c'est un franc-maçon. Ça, c'est une affaire importante. Les francs-maçons, à cette époque-là, c'est un groupe de personnages influents, politiquement, qui sont dans toutes les sphères de la politique. C'est pas rien dire, là. Alors, Molson, c'est un franc-maçon. Alors, lui, il est chum avec McGill, avec McTavish, les fourrures, puis tout ça. Et là, Molson contrôle à peu près, avec ces gens-là, à peu près tout le commerce. Alors, le petit Joseph Masson, pas fou, comme il y en a eu d'autres chez Québécois, pas mal, va dire, écoute, si je veux faire des affaires, il faut que je m'approche de ces gens-là.
Mais il va réussir tellement qu'il va devenir vice-président de la Banque de Montréal. Écoutez, Et c'est une banque importante à cette c'est époque-là. la première banque au Canada. Parce qu'il y avait la Banque du Canada. C'est ça. Mais la Banque de Montréal, c'est la première. Puis les Molson avaient aussi fait la Banque Molson, juste pour vous montrer jusqu'à quel point il est proche de ces gens-là. Il va acheter la seigneurie de Terrebonne. Il va devenir propriétaire de la seigneurie de Terrebonne. Le petit Joseph Masson, imagine-toi partir rien avec une petite affaire sur le dos. Il va devenir un millionnaire à ce moment-là. Et c'est un bonhomme important, c'est pour Terrebonne, mais c'est pas seulement pour Terrebonne, pour tout le monde autour de Terrebonne, parce qu'il va amener du monde, ses capitaux vont réussir à mettre, même ici à Laval, à l'île Jésus, ses capitaux vont permettre de développer des chemins, puis tout ça. Alors, c'est un personnage important. Dans Et il a eu l'histoire. une très grande famille. Il a eu 12 enfants, lui. 12 enfants, imaginez-vous. Imaginez-vous. 12 enfants. Hey, à cette époque-là, c'était quasiment normal. Ma mère, il était 21. Ma mère, 21. 21. 17 vivants qui sont arrivés avant. Ah, d'accord, aujourd'hui, à Joseph Masson, tout ça. Mais cette famille-là, bien, les Massons, c'est important. Et sa femme, Sophie. Sophie. Sainte Sophie. Tu sais, passé Saint-Anne-des-Plaines. C'est pour elle. Ben oui, c'est elle, parce elle possédait ces terres-là. Et c'est elle qui a fait bâtir la seigneurie de Terrebonne. On doit beaucoup. D'ailleurs, Madame Masson, c'est elle qui va sauver Louis Riel, qui va essayer de sauver Louis Riel de la pendaison. On n'en aura pas là-dedans. Mais c'est une femme très importante. Une femme forte. Très forte, très forte. Parlons aussi de cette époque-là. J'ai parlé des 12 enfants qu'a eu Joseph, mais il y a Édouard. Édouard aussi a été très important. Édouard Masson, son frère, hein? Sainte-Marguerite du Lac-Masson. C'est-tu lui, ça? C'est lui qui va acheter les têtes, va essayer de développer Sainte-Marguerite. Sa fortune va y passer. Bien, il ne mourra pas pauvre parce que les maçons sont riches, mais lui, sa fortune personnelle, il va la perdre complètement en essayant de développer Sainte-Marguerite du Lac-Masson. Pourquoi ça n'avait pas fonctionné à l'époque? Bien, qu'est-ce que tu veux? Je pense qu'il était un peu dépensier. OK. Je pense aussi que son plan d'affaires, c'était, tu sais, il faut comprendre une chose. Joseph était millionnaire. OK? Les maçons, bon. Il y en a là. Il y en a de large. Alors, il y en a des gens qui sont peut-être moins bons en affaires et puis qui veulent tenter de faire des affaires. Ça arrive dans notre vie. On en a connu. Puis c'est pas de leur faute. C'est qu'à un moment donné, ils n'ont pas la bosse des affaires. Alors, Édouard, c'est à peu près ça. C'est une vaste famille, les maçons, encore aujourd'hui. Oui, ben oui, les maçons. Puis quand on parle des maçons, on parle surtout de cette espèce d'union que les Canadiens français de l'époque ont réussi à faire avec les gens d'affaires. Les Anglais. Écossais, Les et Anglais. Anglais. Les Anglais de l'époque. Tu sais, au lieu d'être dans notre coin, puis au lieu de dire, ben là, on va attendre de disparaître. Ah! On va attendre de disparaître. On ne fait pas attention, c'est dangereux. Ah, les gars, ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, ça, Marcel. C'est une autre histoire, mais ça existe. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui. pareil. Alors, à ce moment-là, ces gens-là, maçons, ça a été comme glorieux. Un peu, mais là, je ne veux pas faire de politique, là. Mais il y a certains monsieur qui veut se présenter à la chefferie du Parti québécois. Hein? C'est un homme qui est bien vu dans la société. Bien sûr. Hein, au point de vue affaires, au point de vue finance. C'est vrai qu'il y a peut-être un parallèle à faire avec Joseph Masson. Ben, c'est un peu ça. Vous me l'avez suggéré au début, mais vous avez raison. C'est qu'à ce moment-là, que si tu veux, on peut être pour l'indépendance ou contre l'indépendance ou contre le PQ, indépendamment de ça. Pierre-Carl Péladeau, il emmène large quand même dans la société québécoise. Alors, Masson, c'était un peu le même rôle. En parlant d'histoire, ça vous tente justement de fouiller l'histoire, parce que c'est intéressant. Marcel écrit plein de livres. Je me souviens, Marcel Tessier raconte tome 1 et tome 2, et Marcel Tessier raconte notre histoire. Voilà un tout petit aperçu de notre vaste histoire que l'on explore à chaque semaine. Éric, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie, À la Marcel. prochaine. À la prochaine. VIP plus que ça, c'est impossible. Juste avant de monter en scène, on va parler avec les Cowboys fringants. Vous les connaissez. Alors, on a Jérôme avec nous, on a JF et on a Carl. Bonjour, messieurs. Hello. Bonjour, Télé Laval. Bon, on est vraiment super content d'être ici. Ça fait 1 an que l'idée a été lancée, ça a germé. Il y a eu plein d'étapes de logistique,
mobilisation d'artistes, techniques. Donc, de voir que les gens affluent, sont là. On a planté les 50 premiers arbres mercredi dernier. Donc, aujourd'hui, c'est la concrétisation d'un an de travail. Jérôme, on m'a dit que tu as initié tout ça. C'est les gens du Jour de la Terre, la Fondation David Suzuki, les membres des Cowboys, la Fondation des Cowboys. Donc, on est une grosse gang. Je mets beaucoup d'énergie, mais tout le monde est partie prenante, là. Gros travail d'équipe en perspective. On doit rendre quand même hommage à Jérôme qui a vraiment mis beaucoup de temps là-dessus. C'est lui qui, en 2006, a mis sur pied la Fondation des Cowboys fringants. Puis de fil en aiguille, il y a eu plusieurs projets qui aboutissent à ce projet-là aujourd'hui et aussi le projet de planter 375 000 arbres pour le 375e anniversaire de Montréal en 2017. Les Cowboys fringants, c'est une fondation. C'est quoi votre mission exactement? En fait, on veut préserver la nature grâce à l'art, la musique, le positif. Donc, on a des chansons qui souvent dénoncent, qui soulignent des situations qu'on n'apprécie pas trop, mais on va être super proactif sur le terrain. Donc, on plante des arbres, on parle aux gens, on finance des organismes, on essaie de mettre du beau avec le discours environnemental. Au-delà de la nature, il se passe quoi pour vous autres, les gars, bientôt? On est en studio. La semaine dernière, on a fait une pleine semaine d'enregistrement de nouvelles chansons, puis on vise octobre pour un prochain album. On a quelques concerts à venir cet été, notamment pour la Saint-Jean-Baptiste. Merci beaucoup de votre présence. Merci pour aujourd'hui. Merci. Bye. On est juste avant le spectacle en ce moment. On se sent comment? Je me sens bien. Il fait beau, pleut pas. Donc, on croise les doigts pour que ça reste comme ça, puis je me sens très bien. On t'a approché comment pour faire partie de ce superbe projet bénévole qui est Un arbre pour tous? Moi, j'avais déjà fait 2 ou 3 shows dans les mêmes événements que les Cowboys fringants par le passé, fait qu'on se connaissait déjà un petit peu. Puis quand ils ont organisé ce show-là, l'offre est tombée assez vite de leur part à eux, donc moi j'ai dit oui tout de suite. Plusieurs projets bientôt pour le futur, Karim? Il y a beaucoup de spectacles qui s'en viennent jusqu'à la fin de l'été prochain. karimouellette.ca pour toutes les dates. Et puis, je travaille sur un nouvel album en ce moment, puis je vise début 2016. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Très excité d'être à Laval, prêt pour le show, très fébrile en fait. Je suis bien content. Ça fait quelques années qu'on se connaît, donc c'est eux qui m'ont invité ici. Je suis très heureux parce que probablement c'est une belle cause, évidemment. On va planter 50 000 arbres aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Dumas? Moi, je suis présentement en tournée, en fait, un peu partout au Québec. Donc ici, je fais un petit 40 minutes, mais mon show complet un peu partout. Métropolis, entre autres, le 12 juin à Montréal et un peu partout. Sûrement, d'habitude, je viens toujours aussi à Laval. Donc, sûrement dans les prochains mois, dans la prochaine année, je viendrai aussi faire un spectacle dans le coin. Mais pour l'instant, on se concentre pour aujourd'hui. Sous le rythme endiablé de Dumas que je m'entretiens avec nul autre que le parrain Philippe Bond. Salut, comment ça va? Hey, ça va super bien. On se sent comme une rockstar, hein? On est comme backstage. Là, on est avec des barbus, des musiciens, des techniciens. Mais je me sens hâte. C'est plus hâte que l'humour, on dirait. Là, t'as une petite voix sexy de groupie qui a trop crié. Exactement. Ben, c'est parce que c'était Karim Ouellette avant, et moi, je suis bien fan. Non, la vérité, c'est que j'étais en show toute la semaine. Fait que j'ai perdu la voix avec la radio, tout ça. Mais je suis quand même venu parce qu'écoute, on est chanceux, il n'y a pas de pluie. Il annonçait un petit peu de pluie, finalement, on est correct. Puis écoute, c'est le party, le monde tripe, puis il y a des jeunes, puis on a du fun. Là, monsieur le parrain, là, Oui. Qu'est-ce qui se passe pour toi à part de Un an pour tous? Eh bien, écoute, à part de ça, moi, j'ai les 400 coups, l'émission à TVA qui joue chaque lundi. On a des codes d'écoute hallucinantes avec des 1,5, 1,6 millions de codes d'écoute. Puis là, ben, je continue à voir mes spectacles. Moi, je suis à Laval, justement, vu que je porte barrel de 50e, je me suis arrangé pour être à Laval tout l'été. Fait que je suis là les jeudis, vendredis, samedi à Saint-André-Mathieu. Puis sinon, ben, la radio, ça achève. Je vais bientôt pouvoir dormir le matin. Puis je vais continuer à venir aux événements du 50e. Bon. Moi, y aller, je suis brûlé. Merci, Philippe. À plus. Bye. Salut. Une balade magique en forêt en plein milieu du centre-ville nord et pourquoi pas. J'ai avec moi 2 femmes extraordinaires qui vont nous en parler. Ça va se dérouler du 3 mai au 30 août 2015. Madame Louise Overy et Madame Carole Garceau. Bonjour, mesdames. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment vous est venue cette idée géniale de faire des légendes, des petits bouts de théâtre?
Dans le fond, c'est qu'on a été approché par notre conseillère municipale pour présenter un projet 50e citoyen. Et puis, on s'est inspiré d'un projet qu'on avait déjà travaillé dessus et mis en place il y a quelques années dans le Bois de l'Équerre, où on a installé 10 panneaux avec des légendes à laquelle on avait associé des phénomènes naturels pour rendre les balades plus intéressantes dans le boisé. Et lors de cette rencontre-là, j'ai eu le plaisir de rencontrer la directrice de la Centrale des artistes de Laval et nous avons réfléchi, assis, pondu et réalisé qu'on pourrait s'inspirer de ce projet-là pour faire du théâtre en nature pendant l'été du 50e de Laval et offrir aux citoyens de Laval une balade magique en forêt. Votre rôle là-dedans, Mme Garceau? Je suis la coordonnatrice ici pour le Bois de l'Équerre. Alors, je suis engagée par la Corporation pour la mise en valeur du Bois de l'Équerre. Je m'assure que l'intendance fonctionne bien, là, que tout va bien se passer pour le déroulement des activités. J'ai aussi un travail au niveau de la conservation, mais pas dans le cadre des balades magiques. Alors, à quoi on peut s'attendre? Est-ce que c'est les petits bouts de théâtre qu'on nous offre? Est-ce que ce sont les mêmes ou vous avez dit qu'il y a 10 légendes en tout et partout, dont... Le texte écrit par Marc-André Brunet est inspiré des légendes du Bois de l'Équerre. Alors, c'est pas exactement ce qu'on va retrouver sur les panneaux d'interprétation, mais c'est des comédiens professionnels en costume d'époque qui vont conduire les gens dans les sentiers sur une petite parcelle, seulement un tout petit bout, là, parce qu'on a quand même 8 km de sentiers sur les terrains municipaux, qui font une petite boucle avec les gens et ils les animent pendant 1 heure. Il y a les petits panneaux comme on voit ici en arrière de nous pour nous dire où nous sommes et ce qu'on y retrouve un peu partout ou c'est seulement ici? Non, ils sont seulement ici, ces panneaux-là. Ceux qu'on va retrouver dans le bois, ce sont les 10 légendes où c'était à l'époque où Sainte-Rose n'était qu'un village et le Bois de l'Équerre, une immense forêt. Alors, des légendes qui sont issues de cette époque-là et l'explication du phénomène naturel ou du phénomène anthropique qui est associé à cette légende-là. Et pour les détails, mesdames et messieurs, vous le savez, vous allez sur 50ans.laval.ca ou vous pouvez vous rendre directement sur le site du Bois de l'Équerre pour plus d'informations. Amusez-vous bien, les légendes sont ouvertes. C'est la 32e édition de la compétition sportive Altergo, une compétition qui est unique au monde et je vais vous laisser le directeur Maxime Gagnon vous dire pourquoi exactement cette compétition est si unique. Merci de nous recevoir, Maxime. Ça fait plaisir. Écoutez, on est content de vous recevoir aujourd'hui. Elle est unique parce qu'on regroupe tous les types de déficiences sous un même toit aussi. Et là, il faut en être fier parce qu'on a à peu près une 50aine d'étudiants de curé Antoine Labelle qui fait partie des compétitions. Fait partie des compétitions. On avait l'école Leblanc aussi qui était présente depuis plusieurs années avec Jerry Lee Stephen qui est un des enseignants qui s'entraîne beaucoup avec les jeunes tout au long de l'année. Ils sont fiers de porter le chandail de l'école. Ils étaient présents au mini-marathon qu'on a eu cet avant-midi. Ils sont présents au soccer, au volleyball, au hockey cosum. Donc, ils sont quand même toutes les écoles. On a plus de 500 jeunes qui viennent de la région de Laval. C'est près de 10 écoles au total qui sont là tout au long de la semaine. Venez encourager, venez voir nos athlètes tout au long de la semaine. Vous pouvez les voir sur le web maintenant parce que les parents n'ont pas toujours la chance de venir parce que souvent, c'est des congés pour aller chez le médecin, le physio, l'ergo. Maintenant, on met les compétitions en direct sur notre site Internet, défisportif.com. Alors, les parents peuvent être au travail, pas manquer l'école, puis voir le jeune faire la compétition, puis à ce moment-là, célébrer le soir à la maison. Donc, c'est ce qu'on promouvoit. Puis, le dimanche, on a une super finale qui est à Montréal, au Centre Pierre-Charbonneau. On invite les gens à venir. C'est gratuit et c'est du Power Chair Soccer. C'est des gens qui sont en fauteuil motorisé. C'est du soccer intérieur, 4 contre 4. C'est des fauteuils roulants motorisés qui vont à plus de 10 km à l'heure. C'est assez impressionnant à voir. On vous invite dimanche à compter de 13h30. Sinon, défisportif.com, l'horaire de toutes les compétitions et les 8 sites de compétition que nous avons sont là pour vous donner l'information. Merci beaucoup de nous avoir permis de découvrir et redécouvrir Altergo pour sa 32e édition. On vous souhaite la plus grande des chances pour les athlètes qui vont faire partie des Jeux olympiques en 2016. Merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir. Merci. Tout un honneur d'avoir avec nous Marco Di Paltro qui se trouve à être vraiment un champion mondial. C'est un gros titre là, que tu as. Oui, c'est un gros titre. Là. Ça a pris quand même une couple d'années à l'atteindre, là, mais je compte, j'espère le garder là, pour plusieurs années. Là. Mais là, je regarde derrière nous, on a certains de mes coéquipiers là, qui forcent la note aussi un peu. Là. Fait que j'ai hâte de les voir aussi, là, me pousser davantage, puis d'être sur le podium avec moi. Là. J'espère les voir là. Puis, mais écoute, avec le sport, on voyage beaucoup. Comme là, au mois de juin, on s'en va en Pologne pour un tournoi. Au mois de juillet, on est en Corée pour un autre tournoi. Puis ensuite de ça, les Jeux parapanaméricains. Ça va être, écoute, c'est des gros jeux, ça aussi.
Puis ça se passe en sol canadien. Puis on va avoir de la grosse foule là-bas, puis beaucoup de médias aussi. Il y a au-dessus de 400 accréditations déjà, juste pour les médias, pour les Jeux parapanaméricains. Fait que pour nous, là, c'est extraordinaire. Écoute, si tu as un désir de faire quelque chose, si tu as un rêve, là, vas-y. Puis tu vas avoir bien du monde qui vont dire « Ah, ça marchera pas ». Mais tu sais, il faut que tu t'écoutes toi, puis tu écoutes les gens alentour de toi qui sont positifs, puis qui vont te pousser vers l'excellence. Je suis très humble, je dois t'avouer, par ta force et par ta persévérance. Merci beaucoup d'avoir décidé de participer puis d'être avec nous aujourd'hui. On te laisse aller parce qu'on sait qu'on ne veut pas te déconcentrer. Tu as besoin de toute ton énergie. Absolument. Merci beaucoup. Tout un honneur. On continue en émotion, M. Poilier. C'est pas un honneur. Écoutez, moi j'ai été accueilli ici à AVC à Fazy-Laval maintenant parce qu'ils ont changé le nom. Après un AVC, je n'étais pas... Enfin, quand j'ai rencontré ces gens-là, je n'étais pas aphasique. Mais les premiers mois après mon AVC, je disais n'importe quoi. Mais j'ai appris à rencontrer des gens qui ont un petit peu plus de misère comme moi j'en ai. Et j'ai épousé cette famille-là, un peu comme les gens qui sont là. Le côté familial, est-ce qu'on se fait vraiment épauler de la bonne façon ou c'est... Ouais. On cherche-tu à être plus indépendant peut-être? Oui, mais c'est-à-dire, attends, c'est assez intéressant comme question. C'est que moi, oui, j'ai été entouré, mais moi, je suis vraiment indépendant. Moi, j'ai dit, je vais m'en sortir. Quand j'étais à l'hôpital Notre-Dame et que j'ai passé 3 semaines à l'hôpital Notre-Dame, je savais que j'allais sortir de mon aphasie parce que quand je parlais tout bas, les gens me comprenaient. Chaque fois que je parlais un petit peu plus fort, n'importe quoi qui sortait. Parce qu'il y avait une excitation. Probablement, mais j'ai su que si je travaillais, j'allais m'en sortir. On vous a approché comment pour devenir porte-parole, M. Coilier? Ce qui est étonnant, c'est que ils ne savaient pas, les gens qui m'ont approché ne savaient pas que j'avais eu un AVC. Et c'est moi qui leur ai dit, moi je connais ça parce que j'ai vécu ça. Puis là, c'était une découverte, tu sais. Ils ont dit, ah ouais. Je dis, oui, correct, emmenez-moi quand même. Je vais essayer de faire des choses. Alors, je suis avec eux depuis déjà maintenant 5 ans à peu près. Et c'est quoi la mission? La mission, c'est de dire aux gens que si vous avez un AVC, vous ne devez pas rester tout ça dans un premier temps. Dès que vous avez un signe de l'AVC, que vous avez une faiblesse, il faut appeler là, de l'urgence, absolument. Et ensuite, quand vous êtes rétabli, vous venez à AVC, à Fazy-Laval. Ce sont des gens qui ont vécu ce que vous vivez et qui peuvent vous aider. Et à Fazy-Laval, AVC à Fazy-Laval a fait un beau cadeau. On a des grands artistes, ils ont fait des peintures. Oui. Il y a des gens qui ont fait des peintures avec leur handicap, avec leur talent. Et ces peintures-là, les gens qui sont à l'écoute, qui nous regardent, vont pouvoir les voir à différents endroits à Laval. Mais si vous suivez, si vous êtes à l'affût, allez sur le site ACV à Fazy et on va vous dire à quel endroit vous allez voir ces belles peintures-là. Il y a de belles choses là-dedans. Et on souhaite une belle continuation. On vous remercie d'avoir pris un petit peu de temps avec nous. Merci à votre station de télévision que je regarde occasionnellement. Je suis aussi de Laval. Je suis Lavallois depuis 1964, juste avant la fusion. J'ai d'ailleurs créé la station CFGL-FM à Laval, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui est aujourd'hui Rythme FM. Ça, j'ai créé cette station-là. Et je suis encore Lavallois. Et puis, je salue mes confrères, mes compatriotes de Laval. Et puis, bonne continuité à vous aussi. Merci beaucoup, Samiline. Merci infiniment. Merci, M. Poilier. Merci. Des incontournables à Laval, c'est le bistrot L'Aromate du très connu chef, auteur, homme d'affaires Jean-François Plante et animateur. Donc, il va falloir que je fasse attention, parce que... Ça commence très bien, ta présentation est excellente. Ça fait déjà 8 ans que L'Aromate Laval fait des siennes et c'est toujours aussi populaire. Il y a un secret. Bien, ça fait 8 ans, au printemps, ça fait 8 ans. Le secret, je pense que c'est la qualité de l'ensemble. Donc, le service, la bouffe, l'accueil, l'ambiance, je pense que c'est vraiment important. Notre terrasse qui est magnifique. Et se renouveler tranquillement
dans ce qu'on peut faire tout en restant soi-même. Ça aussi, c'est le défi en restauration, hein, de changer, mais tranquillement, sans faire peur aux gens, être toujours au goût du jour sans bouder ses classiques. Ça, c'est important, ce qui n'est pas évident. La compétition est forte. On est encore là. La cuisine que je défends, c'est la cuisine bistrot. Pour moi, la cuisine bistrot, c'est la meilleure au monde. C'est une cuisine qui est simple, qui est conviviale, qui est généreuse, qui est savoureuse, qui sent bon et qui est simple à faire. Donc, c'est important aussi. C'est cette cuisine-là que je défends parce que je veux que les gens en aient plein les papilles, plein leur assiette aussi. Je trouve que c'est un acte d'amour, donc je veux être amoureux, généreux dans mon amour de la bouffe. Alors, c'est la cuisine que je défends. Ma prétention, c'est d'avoir de la cuisine simple. Ça fait 20 ans que tu es un passionné de ce que tu fais. Donc, même au niveau de ta profession, au niveau de la bouffe, animateur, auteur même, tu l'as l'expérience. Là. Donc, à ce moment-là, on peut absolument rien réapprendre d'après toi ou on se refascine à toutes les ans ou non, il y a toujours moyen? Ah, il y a toujours moyen. Il n'y a pas une journée que j'apprends pas quelque chose en cuisine, en affaires, en design, en présentation. Non, la cuisine, c'est une effervescence incroyable. Et encore plus vrai maintenant. En fait, 20 ans, merci de me rajeunir, ça fait 30 ans maintenant. Mon premier restaurant, j'étais plus jeune et ça fait 20 ans. Quand on vient à l'Aromate, il doit avoir un plat signature qui est un must. Bien, il y en a quelques-uns, en fait. Moi, j'aime beaucoup le canard. À la question qu'on me pose souvent, si tu avais à manger quelque chose pour le reste de ta vie, qu'est-ce que tu mangerais? Sans aucun doute, le canard. Pour moi, c'est la meilleure des viandes, la plus polyvalente. Un confit de canard, c'est fabuleux. Un canard entier, c'est fabuleux. Un magret de canard poêlé ou sur le barbecue, c'est extraordinaire. Du foie gras de canard, c'est extraordinaire. Du gras de canard, c'est extraordinaire. Donc, on peut faire un paquet de choses avec le canard. Bref, je défends le canard, j'aime le canard, j'en vends beaucoup ici. J'ai un plat signature que j'aime beaucoup, c'est le risotto de canard multigrain au canard confit et aux asperges, avec une petite pointe de foie gras. J'ai le linguine au canard confit aussi, qui est vraiment formidable. C'est mes deux plats classiques à base de canard. Toujours dans les pâtes, j'ai le penne poulet saucisse et tomates séchées, qui est vraiment... C'est un plat que j'essaie dont j'essaie de me départir. Mais à chaque fois, on me demande de le mettre sur la carte. Notre bavette, qui est exceptionnelle, qui est marinée 48 heures, cuite sur le grill, toujours aussi bonne, toujours aussi savoureuse. Qui est notre steak frites, si on veut. On a une cuisine classique française, pas classique. On a une cuisine française à l'origine qu'on éclate un peu, parfois californienne, parfois méditerranéenne. On y donne des saveurs, des couleurs selon l'inspiration. On reçoit combien de convives ici à l'Aromate? Ici, on a à peu près 140 places assises sur les 2 étages, donc rez-de-chaussée, mezzanine. Et on a une terrasse de 100 places qui est vraiment magnifique aussi. Donc, grosso modo, on va asseoir jusqu'à 250 personnes les belles journées. Mais on se garde une petite gêne parce que 250 personnes dans le genre de cuisine qu'on fait, c'est un peu plus difficile. Donc, généralement, quand il fait très beau, les gens sont sur la terrasse et au rez-de-chaussée. Pas de gens à la mezzanine. Ce qui nous convient très bien. On peut faire 150-200 couverts comme ça. Et tu as aussi plusieurs événements qui sont dignes de mention quand même à l'Aromate. Là. Vous vous tenez occupé. Oui, bien en fait, par exemple, on a les tartares à volonté les mardis soirs. On a le mercredi soir la vinothérapie, ce qu'on appelle la vinothérapie, c'est-à-dire que tous nos vins d'importation privée, de 4h à 20h, de 16h à 20h, sont à moitié prix. Toute notre carte de vins privés sont à moitié prix. Ça nous permet de découvrir des vins qu'on n'essaie pas nécessairement. Ça nous permet de s'aventurer. Ce qu'on propose aux gens, c'est d'augmenter un petit peu leur niveau pour essayer des vins qu'ils n'osent pas nécessairement essayer au restaurant. Ça, c'est super intéressant. Aromatiner les vendredis et les jeudis. Et les huîtres et champagne les jeudis aussi. Et bar cru, c'est-à-dire qu'on fait des ceviches, des huîtres fraîches sur coquilles, etc. Et on va faire ça sur la terrasse cet été avec champagne, des super bons prix sur le champagne. Et là, je vais commencer quelque chose de très bientôt, c'est charcuterie. Les mercredis soirs aussi avec la vinothérapie. On va avoir une table de charcuterie, on va couper instantanément de la charcuterie. On va faire des plateaux incroyables avec des charcuteries qui viennent de partout dans le monde.
des produits québécois, évidemment, mais des grands jambons Serrano, Bayonne, etc., qui viennent de partout. Superbe plat. Tu vas nous faire un plaisir de nous décrire ça? Absolument. Tu m'as demandé des plats signatures. Bien, je vous ai parlé un peu plus tôt de notre risotto multigrain au canard confit. C'est ce qu'on a ici. Donc, on connaît le risotto classique avec le riz arborio qui est collant, etc. Ça, c'est 7 grains mélangés qu'on fait gonfler toute la nuit et qu'on fait ensuite cuire légèrement. On garde toujours al dente, qui est croquant, qui a déjà beaucoup d'arômes, un peu noisette, et qu'on fait sauter comme un risotto, dans lequel on met évidemment crème, beurre, épinards, champignons sautés, pleurotes et canard confit. Et des asperges. Donc, on sert ça sur un nid d'asperges et avec du foie gras qu'on fait ici, un pressé de foie gras. Donc, c'est pas besoin de vous dire que c'est cochon, c'est savoureux, c'est extrêmement gourmand. Ici, pour les amateurs de fruits de mer, on a orzo. Orzo, c'est en fait une pâte en forme de grain de riz qu'on fait cuire au safran et au vin blanc, qu'on saute ensuite avec du chorizo et épinards, basilic et qu'on sert avec des grosses crevettes qu'on a marinées à la méditerranéenne, qu'on a fait cuire sur le grill. Donc, ça fait une composition assez intéressante de viande et de fruits de mer. C'est toujours très intéressant. Et, bon, je vous ai proposé aussi notre classique des classiques, notre tartare de saumon, qui est toujours très apprécié aux 3 saumons, c'est-à-dire saumon fumé, saumon frais et gravlax de saumon, qu'on fait ici à la maison. Donc, le gravlax mariné. Et c'est servi avec un apprêt un peu traditionnel, mais à la nette. Donc, c'est très savoureux, très effervescent, avec zeste dans la bouche. On sert avec salade ou frites, c'est selon. Ça, c'est 3 exemples de plats qui marchent très bien ici, que les gens adorent. Oui, je le sais, mesdames et messieurs, j'ai vraiment un travail très difficile. Sont dures mes journées. On a bien mangé et on est très bien installé pour digérer le tout, écoute. Hein? On se croirait presque sur le bord de la mer. Pourtant, on est à Laval. Au centre-ville? Oui, au Centropolis. Bel endroit, d'ailleurs. Et tu as un beau bar. C'est ouvert jusqu'à quelle heure, ce côté-ci? Ici, en fait, comme la soirée l'exige, selon le moment, selon l'inspiration, on reste ouvert tant ou aussi longtemps qu'il y a de l'âme, du bagou, du bonheur, on reste ouvert. Là, tu as 7 volumes, 7 livres que tu as écrits, dont ton petit dernier en 2014, Métro, Boulot, Bistrot. Tu vas en faire un autre en 2015? Est-ce que c'est trop avancé? Ou... 2015, je pense pas, mais 2016, oui. Je sors un livre à peu près aux 2 ans. Puis à chaque fois que je termine un projet de livre, je comprends pourquoi je le sors aux 2 ans et pas aux années, parce que c'est très exigeant faire un livre de recettes. Ça paraît pas si pire, mais c'est très exigeant. Faire les photos, les recettes, réécrire les recettes, corriger les recettes, être là pour faire chacune des recettes, les photographies, etc. C'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est un travail très... intense, gratifiant, mais c'est quand même pas mal de travail. Fait qu'aux 2 ans à peu près. Donc, j'ai un projet de livre d'ici l'automne 2016. Ouais. L'automne 2016, tiens, ça sera un nouveau livre de recettes, ouais. Jean-François, la question de la vie la plus importante, pourquoi Laval? Ben écoute, ça va de soi. Laval, c'est quand même une des 3 plus grandes villes du Québec, c'est pas rien. Très dynamique. Les gens... c'est une ville qui développe beaucoup son art de vivre. Les gens aiment beaucoup sortir. C'est une ville de party. Vraiment, vraiment, j'ai découvert ça. Ça fait 8 ans maintenant que je suis ici. Quand je suis arrivé ici, je pensais pas ça, mais oui, je découvre que c'est une ville vraiment de party. Étrangement, j'ai un restaurant à Montréal et ma clientèle du midi va se retrouver le soir ici à Laval parce qu'ils habitent Laval, ils habitent la banlieue. Mais il y a beaucoup de gens d'affaires qui passent leur vie à Laval, à Couronne. C'est très dynamique. Donc, c'est incontournable. On est très bien ici. Comme tu peux voir, on a un setup extraordinaire, une terrasse formidable ici au Centropolis. Du stationnement, ce qui est une très bonne nouvelle aussi. Gratuit? Oui, pour les consommateurs. C'est une très, très bonne nouvelle. Et je suis très content d'être ici. Ça fait 8 ans et on me le rend bien puisque j'ai gagné en 2010 le prix régional, prix d'argent régional pour le tourisme. Ici, pour un restaurant, c'est pas rien. On était très contents de gagner ce prix-là.
à ce moment-là. Bon, on est vraiment content que tu aies choisi Laval pour t'installer parce que c'est vraiment une place à découvrir ou à redécouvrir si vous êtes déjà venu. Il y a plein de choses, c'est sûr, que vous n'avez pas goûté et vu. L'Aromate Laval. Merci beaucoup, Jean-François. C'était un immense plaisir de te rencontrer. Merci pour cette visite-là. Très gentil. Le projet Culture et la Triple Célébration est un projet d'embellissement du Centre communautaire Sainte-Dorothée fondé sur les principes de développement durable, alliant la création de 2 œuvres d'art visuel signées Olivier Godette à un projet de verdissement urbain. C'est l'occasion de combiner le 50e et celle du 20e anniversaire de la Maison des jeunes de Sainte-Dorothée. Place Marcel Gamache. Le but recherché est de doter les organismes et citoyens d'un centre communautaire reflétant la qualité et le dynamisme de ses occupants. C'est le 13 juin prochain de 17h à 19h. Alors, c'est évident, c'est plus un secret. Tout le monde connaît Content à Laval, Mirabel et maintenant depuis 2009 à Sainte-Agathe. Mais on a des informations à vous donner que peut-être vous saviez pas. Alors, je suis en compagnie de 2 des associés maintenant parce que c'est une histoire familiale. Chantal Content et Isabelle Content. Bonjour, mesdames. Bonjour. Ça va bien? Bonjour, toi aussi? Oui, ça va super bien. Ça fait quand même 44 ans, vous en êtes sur 45 ans de business, puis c'est vraiment familial, là. C'est vos parents qui ont commencé ça et depuis, ça l'a grandi immensément. Parlez-nous un petit peu de l'évolution. Oui, en fait, oui, ça fait notre 45e anniversaire à vendre des véhicules récréatifs, mais l'entreprise existe depuis bien avant ça, dans les années 50. Donc, notre grand-père, Gaston Content, d'où le nom de l'entreprise, Gaston Content, vendait à l'époque de la glace, du charbon. Là, il y avait la caserne des pompiers volontaires. Aussi, on vendait de la drèche, qui étaient des produits de résidus de la bière de Molson, que mon grand-père allait chercher tous les jours et ramenait et vendait aux cultivateurs du secteur de la ville de Saint-François-de-Sales à l'époque. Ensuite, il y a eu des opérations de déneigement et c'est en 1970 qu'on a commencé à opérer le concessionnaire Skidoo ici à Laval. Nos premières années qu'on vendait, on vendait de 1971. Donc, et on s'est lancé dans l'aventure véhicule récréatif avec Bombardier à l'époque. Puis vous avez aussi, on a vu à l'arrière tantôt que vous avez un genre de musée parce que vous avez toutes les années, là, il y en a de quoi? De 60, 50? Ah, je pense que 59, 60, à peu près à toutes les années, c'est quelque chose qui, au fil des années, on a ramassé des véhicules en échange qu'on a décidé de conserver puis de faire une collection. C'est le fun parce que ça suscite la curiosité. Les clients entrent puis ils vont dire « Hey, moi, j'ai commencé sur ce véhicule-là où mon père avait cette... » Ça fait une curiosité. C'est juste ici, chez Content Laval, qu'on a cette collection-là. Puis c'est vraiment amusant pour les clients là, de pouvoir s'identifier à une année modèle ou un modèle en particulier puis de voir aussi l'évolution des produits depuis le début, là. C'est un gros travail que de prendre la relève d'une concession comme Content. Puis vous l'avez fait d'une main de maître parce que vous avez vraiment bâti plus que qu'est-ce que vos parents avaient commencé. On a fait de la relève d'entreprise, c'est ça, en 2008. Le père d'Isabelle, mon père et mon oncle Clément, donc les 3 frères Content, ont cédé à leurs enfants d'entreprise. On est maintenant 8 associés dans la relève. Puis effectivement, à cette époque-là, on avait un emplacement qui était à Laval, qui était notre maison mère. Et en 2008, on a acquis, dès le transfert de la relève, on a établi Mirabel. Une année suivante, Sainte-Agathe en 2009, toujours au bord de l'autoroute 15. Puis aussi, au fil des années, on s'est ajouté les lignes motomarine, bateau, ponton. On a diversifié nos produits avec la Spider, les côte à côte qui sont entrés. Donc, ça a été quand même une expansion. Je pense que la relève chez Content était drôlement prête, là. Là, effectivement, votre équipe est vraiment la meilleure. Puis vous avez même un super de beau trophée que vous avez eu, un gros globe terrestre, parce que vous êtes les meilleurs en Amérique du Nord. Oui, effectivement, dans les années 90, on était le meilleur concessionnaire Skidoo en Amérique du Nord. Mais en fait, c'était au monde parce qu'on vendait aussi à ce moment-là en Europe. On avait un marché européen qu'on avait développé. On vendait des motoneiges en Italie, en France. Et on avait vraiment un bon nombre de clients dans les années 90 en Europe. Puis vous avez aussi fait un concours de la relève que vous avez remporté haut la main. Oui, en 2013, on a posé notre candidature pour les médaillés de la relève et on a été finaliste, finissant en 3e place des médaillés de la relève de 2013. C'est
Génial. Et là, ce que vous avez de spécial, parce que, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous le savez, mais si vous êtes accro aux petites bébites récréatives ici, vous avez des essais en tout temps, en arrière. Les gens peuvent essayer? Oui, ça, à l'année longue, autant en saison d'été que d'hiver, on peut essayer en tout temps chez Content les VTT, les véhicules côte à côte, ce qui nous permet avec notre accès au sentier directement ici derrière. Donc, en tout temps, là, comme je dis, hiver comme été, c'est possible de faire des essais ici. 45 ans de business, les filles, là, sérieusement, il y a un secret du service à clientèle là-dedans avec des services hors pair. On veut avoir les recettes. Effectivement. Et ça, je te dis, ça viendrait de la génération antérieure à nous. Nos parents, quand ils sont allés de la concession en 1970, eux venaient d'une expertise de déneigement. Donc, déneigement, c'est un service prioritaire, c'est jour, nuit. Donc, quand on a fait la demande de la concession en 1970, nos parents en 70, 71, 72, ils ont bâti la réputation de Content par le service. Quelqu'un qui était en panne en motoneige, il servait de la même façon comme si c'était une tempête de neige. Donc, on venait du service, on allait déprendre des gens dans le champ, on allait les aider en sentier. Puis les sentiers, à ce moment-là, c'était tout à fait inadéquat. Mais... Les CAA du Sidou. Skidoo. C'est ça. Bien, ça n'existait pas à cette époque-là. Les concessionnaires vendaient, mais n'offraient pas de service à la clientèle. Et c'est vraiment là que ça a bâti. Puis, tu sais, notre slogan à l'époque, c'était « Je suis un client content, entouré d'un gros cœur ». Donc, mais c'est de là que ça vient. Donc, c'est vraiment... Puis nous, on a toujours maintenu l'importance d'offrir aux clients le bon produit selon leurs besoins, mais aussi du service à la clientèle. Vraiment, c'est ce qui fait qu'on se distingue parmi tous les concessionnaires. On est avec Simon Content, qui, lui, se spécialise dans les souffleuses. Tu vas nous parler un peu parce que c'est un concept unique chez vous. Oui, c'est un concept assez spécial. On peut faire des petits tas de neige de 130 pieds de haut. Puis... C'est impressionnant. Ces machines-là, ça, c'est une machine moyenne de 800 HP qui a un petit moteur 6 cylindres. Puis on a les machines un petit peu plus grosses à côté qui ont 1350 forces. Que eux, ils vont faire beaucoup plus de rendement. Ça, c'est ta plus grosse, là? Ça, oui, ça, c'est la plus grosse. Je vous dirais, c'est la plus grosse souffleur au monde. Il n'y a pas d'autre souffleur plus gros que ça qui existe. Et d'où est venu le concept de dire, bien écoute, on fait des souffleuses? C'est mon père qui a commencé dans les souffleurs dans les années 70. Même avant ça, le grand-père, il avait une souffleur pour déneiger les rues de Ville de Saint-François dans les années 50. Puis ensuite, nos parents, mon oncle, mon père, ils ont décidé d'acheter des souffleurs. Puis ils rénovaient, puis ils les louaient aux villes, puis les louaient un peu, tout le monde offrait le service. Puis avec le temps, les fabricants de souffleurs sont devenus de plus en plus rares au Québec. Puis il n'y avait pas beaucoup de... Ils cherchaient une certaine qualité puis un certain produit qu'ils ne trouvaient pas. Et ils ont dû se tourner vers la fabrication eux-mêmes. C'est vraiment le fun de voir les places que la femme porte justement dans une business comme Content. Et toi, Isabelle, tu as vraiment un scoop à nous donner par rapport à ça? Oui. Nous, ici à Laval, on a la première femme certifiée BRP mécanicienne Spider. Wow! C'est nous autres qui l'a eu ici à Laval. Il y avait eu une remise de plaque d'ailleurs de BRP lors de l'événement. C'est vraiment génial. Mesdames et messieurs, Content n'a plus besoin de faire sa marque. Elle l'a déjà fait, mais ils sont toujours en train de se dépasser. C'est vraiment la place. Les filles, merci de votre générosité. Laval était aux prises avec une corruption terrible, devenant la Gotham City du Québec qui avait bien besoin de son commissaire James Gordon. J'ai rencontré notre maire, M. Marc Demers, un grand homme de cœur et de justice impliqué dans sa communauté depuis 1967, qui m'a raconté son parcours plus qu'exemplaire. Du fictif à la réalité, la ressemblance est frappante. Policier enquêteur assigné entre autres aux crimes majeurs, d'incendies criminels, gestionnaire de crise, formateur des policiers, pour ne nommer que ceux-ci. Il a une totale transparence. Chaque citoyen demande compte à ses yeux. Rien n'est trop petit ou pas assez important pour lui. On regarde ce qui suit. On découvre Laval au travers les yeux de M. Marc Demers. Évidemment, il n'a pas besoin d'être présenté. C'est le maire de Laval. C'est un homme, un citoyen qui a à cœur
tous les gens de Laval et qui s'impliquent incroyablement. Vous avez vraiment un parcours impressionnant, comme j'essayais tant de le dire tout à l'heure. En 1967, depuis 1967, en fait, vous êtes résident de Laval, un citoyen de Laval. Votre parcours commence en tant qu'homme. Votre premier travail, pour les gens qui ne le savent pas, en 1971, vous avez commencé dans les forces de l'ordre. Vous êtes devenu policier. Effectivement. Le 26 juin 1971, j'ai été reçu comme policier à Ville-de-Laval. Je suis allé un petit peu plus que 4 mois en entraînement à Nicolette. À l'époque, ça s'appelait l'Institut de police de Nicolette. Et j'ai commencé mon travail de patrouilleur à Ville-de-Laval jusqu'en 2001, quand j'ai pris ma retraite. Et vous avez fait aussi un travail d'enquêteur surtout. Ça m'a vraiment impressionné parce que c'était gros, c'était à la section des crimes majeurs. Effectivement. En fait, j'ai été pendant environ 15 ans de temps responsable de la section des crimes majeurs. Alors, nous enquêtions tous les crimes avec violence, les agressions, les crimes sexuels et les meurtres. On a malheureusement à l'époque entre 5 et 10 meurtres par année, c'était la guerre des motards. Et notre clientèle, façon de parler, clientèle, c'était évidemment les Hells Angels, la mafia italienne, les groupes criminalisés, les bandes de rue. Vous avez plus froid aux yeux après ça, là. Il n'y a plus grand-chose pour vous impressionner. Bien, au niveau de l'intimidation et de la violence, je suis un petit peu perméable à tout ça et habitué à le gérer. Et j'ai donné beaucoup de formation là-dessus, autant à GRC, au Collège canadien de la police de Laval, et aussi à Nicolette. En 1974, là, on va reculer un petit peu. Vous avez été président des Jeux olympiques de Québec pour Laval. Expliquez-nous ça, c'est bien le fun. J'ai été impliqué au niveau des loisirs à Ville-Laval. J'avais appartenu à une compagnie de loisirs pour un camp de vacances en ville et aussi il y avait une section pour aider les enfants défavorisés. Et des enfants que je côtoyais dans le cadre d'actes criminels qu'ils avaient pu commettre ou arrêter. Bon. Et mon implication là m'a amené, à l'époque, c'était le directeur du service des sports, M. Arthur Lessard, m'a demandé si je ne participerais pas à structurer ce qu'on appelle les Jeux du Québec, la mission Laval. Et avec d'autres personnes, j'ai travaillé à structurer ça, à partir de ça. J'ai travaillé, évidemment, c'est bénévole pendant tout près de 3 ans de temps, si ma mémoire est fidèle, de façon à ce que les Jeux du Québec aient la place qui leur revienne à Laval pour le plus grand bénéfice de nos enfants. Vous savez, il n'y a pas de meilleur investissement que d'investir dans l'éducation et nos enfants. Dans le futur, absolument. Et c'est une conviction, c'est une valeur que j'ai et c'est dans ce sens-là que je me suis impliqué. Monsieur le maire, c'est quoi la vie dans la journée d'un politicien? C'est quoi? Premièrement, je ne suis pas un politicien de carrière. C'est un petit peu par accident, concours de circonstances, que je me suis impliqué. Et une grande partie du mérite revient à M. Decotis et à Mme Lydia Bouliam, qui me disait à l'époque, elle dit, c'est l'intuition féminine, c'est sûr, Marc, tu vas être élu maire, il faut que tu te présentes. Bon, moi, j'avais certaines réserves sur l'intuition féminine, mais aujourd'hui, je suis obligé d'y donner raison. C'est pas une légende urbaine, mesdames et messieurs, ça existe. Et j'ai toujours eu Ville-de-Laval à cœur. Moi, je suis arrivé ici en 1977. J'ai étudié à l'école Saint-Maxime, au Mont-la-Salle. J'ai connu mon adolescence ici. Je suis arrivé sur le marché du travail. Je travaillais en mécanique dans des stations-service SO à Laval-Ouest. Après ça, j'ai patrouillé. Et patrouiller, des fois, la nuit, tu te dis que si je fais tout le monde dort, et moi je suis là la nuit, tu es fatigué, et tu apprends à aimer ta ville. Tu apprends à aimer ton secteur, tu apprends à aimer protéger les gens, et quand tu réussis un bon coup, tu es fier. Tu es fier d'avoir aidé quelqu'un, puis tu finis ta semaine, tu te dis, regarde, j'ai aidé. Effectivement. Alors, je pense que c'est une récompense que tu as dans le service de police ou de pompier qui est direct, c'est instantané. Alors, quand M. Decotis m'a approché, et j'ai vécu des années où j'ai dénoncé de la corruption, moi, à Ville-de-Laval. Moi, j'ai dénoncé ouvertement Gilles Vaillancourt. Okay?
Et d'ailleurs, je pense que j'étais probablement une des personnes qui détestait le plus, même s'il signait mon chèque de paie à toutes les semaines, parce que j'étais techniquement un de ses employés qui le dénonçait. À la lueur de tout ça, après quelques mois de réflexion, j'ai dit je me lance dans l'aventure. Ceci étant dit, l'île de Laval, je sais pas, je pense que c'est un peu anormal d'où on vient. Évidemment, c'est la première fois quand M. Vaillancourt est accusé de gangstérisme. Après M. Vaillancourt, il y a eu l'épisode M. Duplessis, qui a démissionné dans l'embarras. Alors, il y a tout un climat de confiance, il y a toute une réputation à reconstruire. Et plusieurs citoyens, grands partenaires et employés se sont sentis trahis par la classe politique. Je dirais, la colle qu'on a besoin, c'est de rétablir un climat de confiance, rétablir une fierté d'être Lavallois. Et ce qui va nous permettre de travailler ensemble, de développer une synergie pour relancer l'économie, pour régler les problèmes. Et l'image que je me sers souvent, c'est que Laval, n'ayant pas eu les 2-3 dernières années de leadership politique, c'est un peu comme une rivière au printemps où la glace crée des embarques, s'accumule, mais nous, c'est les problèmes qui s'accumulaient et il n'y avait pas de leadership politique pour les régler. Alors là, on est en train de défaire l'embarque. On a reconstruit l'administration municipale. On est en train de donner une image, une vision de ce qu'on veut que la ville de Laval soit. Et les gens vont savoir où construire des tours, où construire des commerces, où construire quoi. Ça ne sera plus laissé à l'improvisation ou à la vision des développeurs qui, eux autres, veulent développer leur terrain, mais ils n'ont pas une vision globale. C'est le 50e de Laval. On est vraiment, l'année est entamée là, et sérieusement même, on a plein d'activités fantastiques. Monsieur le maire, il est partout. Il doit avoir une ou deux places que c'est vos places préférées dans Laval, vos petits bijoux. Il y a plusieurs places. Je vous dirais, vraiment, j'ai toujours un faible pour le Mont-la-Salle, l'école de Mont-la-Salle où j'ai étudié et l'environnement qu'il y a là. D'ailleurs, durant la campagne électorale, il y a eu un article de fait là-dessus par une journaliste, Catherine Lévesque. Il y a une autre place aussi où c'est ma place me détendre. C'est où nous sommes présentement, quand j'ai la chance de venir m'entraîner au tennis 13. Je me détends, je suis un peu chez nous, comme vous pouvez le voir, et puis les gens me connaissent, puis on se côtoie. Effectivement. Et je vous dirais, l'ensemble des boisés, les boisés de l'île de Laval, je suis bien en forêt, je suis bien dans la nature. Oui, on a visité les bois de l'Équerre, mais que c'est féerique, c'est vraiment le fun. Et là, je vous annonce qu'on prend des mesures, j'espère, d'ici 2 à 3 ans, réouvrir une ou deux plages à Laval. Un, pour donner un service à la population, mais aussi la symbolique de respecter nos rivières, nos cours d'eau. Faire leur plus donner une attention. santé. Et je pense qu'il y a un potentiel économique formidable aussi. Génial. Monsieur Demers, je ne sais pas comment vous remercier. Je me sens vraiment privilégiée d'avoir passé ce temps-là avec vous. Vous êtes un homme de cœur. On vous remercie de prendre soin de Laval, la façon dont vous le faites. On est au tennis 13. Vous êtes un adepte du racquetball. Pourquoi ce sport plus qu'un nom? J'ai commencé ça très jeune et c'est un sport qui rejoint mes besoins. En dedans d'1 heure et demie, 2 heures, j'ai sorti tout ce que j'avais à sortir, prendre une douche et je suis redevenu fonctionnel et j'ai pas besoin de mobiliser toute une équipe. Un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. C'est ça. Là, on s'en va vous regarder jouer au racquetball. Vous allez avoir un match, on vous a organisé ça avec le DG de TV Laval, M. Eduardo D'Acosta. Êtes-vous prêt? Bien, j'ai beaucoup de doutes. J'ai beaucoup de doutes parce qu'il m'a dit que c'était un joueur aguerri, que ça fait 30 ans qu'il joue, mais je vais me prêter au jeu.
Le défi sportif corporatif du 50e, une activité qui mettra aux prises les représentants de plusieurs entreprises lavalloises dans une compétition amicale. Les participants regroupés en équipes de 10 rivaliseront dans une discipline telle que le volleyball, le basketball, la course à pied et une discipline spéciale de type bootcamp. Le tout dans une atmosphère détendue et amicale. Une occasion en or de consolider les liens au sein de son organisation, mais aussi de développer le réseautage. Les frais d'inscription sont fixés à 3 000 $ par équipe de 10 participants, ce qui comprend le stationnement, une boîte à lunch pour chacun des participants ainsi qu'un barbecue. Les fonds recueillis seront remis à la Fondation Cité de la Santé ainsi qu'à Sport Laval. Le jeudi 18 juin 2015 de 10h30 à 19h au Carrefour Multisport. L'activité phare des célébrations du 50e sera réalisée par une firme de Laval, Laser Quantum, les pionniers et chefs de file depuis 20 ans dans le secteur des spectacles laser. Ça s'intitulera le Théâtre Insulant. Raconté dans un spectacle de 35 minutes, son, vidéo et laser grandiose, captivant et émouvant, entraînant le spectateur dans une aventure qui s'adresse à toute la famille. Il explore l'histoire généalogique, la faune et la flore, ainsi que l'émergence des premiers humains et le développement des premières communautés qui se sont installées à Laval jusqu'à nos jours. Plusieurs activités et animations viendront compléter la vingtaine de soirées de représentation du Théâtre d'eau de juin à août 2015 à la place du 50e à Centropolis. Pour juin, les dates sont 24, 25, 26 et 30 à 18h. Le reste des dates sur 50ans.laval.ca. C'est déjà le temps de nous quitter. Merci à tous nos invités collaborateurs et à vous d'avoir été des nôtres pour la 5e de cette nouvelle émission à votre image. Laval 50 ans ma ville, ça se raconte. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode le 21 juin. Pour être sûr de ne rien manquer, l'émission d'aujourd'hui sera en rappel 4 fois et disponible sur nos réseaux sociaux de TV Laval au bas de l'écran. Laval, c'est à ton tour. D'ici là, je vous envoie le plein d'énergie positive. Ici votre hôte, Samy Lynn.